Bonjour les amis, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure des bails croustillants. Je vais vous raconter une histoire dont je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne. C'est une histoire vraie que j'ai vécue et qui a réveillé en moi une profonde souffrance émotionnelle et j'ai mis longtemps à arriver à la résoudre, à trouver la solution. J'ai attendu de digérer cet événement pour pouvoir vous en parler. Et après j'ai oublié de vous en parler, parce que ça fait quand même plusieurs années que ça s'est déroulé. Sur ce les amis, passons à l'histoire. Tout commence il y a quelques années dans la ville de la chocolatine, à Toulouse, lorsque je vais chez le coiffeur. Je lui dis « Wesh mon frère, ça va ?» Il me répond « Wesh mon frère, bien et toi? Dis-moi on coupe comment ?» Je lui dis un dégradé avec une crête au-dessus et motif tribal sur les côtés. Bon bref les amis, je m'emporte. Tout simplement, c'est un jour où je vais chez le coiffeur et je lui demande de faire ma coupe normale, mais il n'y a pas de motif tribal, hein. C'est une coupe genre dégradée, enfin genre comme je fais maintenant. Je m'assieds sur le siège de chez le coiffeur, il fait péter du gros raga bien lourd avec ses enceintes. Et oui, le coiffeur de quartier, il y a que ça de vrai les amis, il faut toujours aller chez les coiffeurs de quartier quand vous pouvez. On discute avec le coiffeur, il me parle de sa vie, je parle de mon travail, tranquille, tout ça, et d'un coup, je vois arriver un mec avec une démarche inhabituelle. On dirait une caricature de boxeur, il avait les épaules relevées, les bras écartés, et il marchait comme ça. Pendant que je me fais coiffer, il se pose pas loin de moi, et c'est là que ça commence, rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, il m'observe, et il m'écoute parler avec le coiffeur. Puis il commence à me poser un interrogatoire. Ce mec, il va de question en question, en question, en question. Donc il me demande comment je m'appelle, quel est mon âge, quel est mon travail, qu'est-ce que je fais dans ma vie, combien je gagne. Et moi je réponds pas à toutes ces questions bien entendu. Et plus les questions avancent, plus son ton devient autoritaire et agressif. Et ça, cette étape-là, elle dure jusqu'à ce que je prononce le mot pervers narcissique. Et je lui dis ouais, je suis en train d'écrire un livre sur les pervers narcissiques, j'ai une chaîne de coaching et je parle pas mal de relations toxiques et de pervers narcissiques. Et là, il y a un truc qui a vrillé dans son cerveau. Bon, c'était déjà pas très cuit à l'intérieur avant que je dise ça, mais au moment où j'ai prononcé le mot pervers narcissique, on dirait que ça a complètement floppé. Et là, il a commencé à m'attaquer. Bon, maintenant je le dis avec du recul, mais sur le moment, je l'ai vécu comme une oppression. Parce que c'en était une, visiblement. Mais cette oppression, je l'ai reçue. Entre-temps, il y avait du monde qui était rentré dans le salon de coiffure, donc j'étais plus tout seul avec le coiffeur. Il y avait du public autour. Et là, toujours le même mec en question, une fois que j'ai prononcé le cheat code, il a vrillé et il a commencé à me balancer des attaques sur attaques. Mais en parlant fort devant tout le monde, il essayait de m'écraser pour se valoriser aux yeux du public. Et dans ses attaques, il essaye de couvrir tous les angles qui pourraient éventuellement me toucher. Par exemple, il me dit que les gens que j'aide en consultation de coaching, je ne les aide pas vraiment. Je crois que je les aide, mais en fait je ne les aide pas. Alors que il savait même pas ce que c'est que du coaching, il m'avait questionné dessus. Donc quelques secondes auparavant, il ignorait ce qu'était le coaching en développement personnel, et une fois que je lui ai donné une définition lambda de mon métier, il a dit que mon métier ne fonctionnait pas. Donc c'est vraiment une attaque pure, dans le sens où il me clash alors qu'il me connaît même pas, et qu'il connaît même pas ma vie, ni les personnes que j'accompagne en coaching, et que j'aide vraiment. Donc il a essayé cet angle-là. Mais quand il a vu que ça ne marchait pas, parce que je lui ai dit que c'était complètement absurde, ce qu'il disait, que ça n'avait aucun fondement, il est passé à me traiter de narcissique moi-même, en me disant que comme je faisais de la muscu, eh bien j'étais narcissique. Donc ce qui n'a encore une fois aucun fondement. Je suis resté très calme et je lui ai dit mais non monsieur, je fais de la muscu pour me maintenir en forme, ça me fait du bien, et puis ouais, je trouve que c'est esthétique, un corps musclé, tout ça. Donc il a vu que ça ne me touchait pas, et il a essayé d'autres angles d'attaque. Il a commencé à aller de plus en plus loin quand il voyait que ça marchait pas, et à vriller de plus en plus. Par exemple, il m'a dit que j'étais un perturbé qui me soigne, que je manque de confiance en moi, et quand même ça ne marchait pas, il a essayé de me pousser physiquement. Donc il m'a parlé, il s'est mis devant moi, il a commencé à me tapoter le torse et à me pousser le torse. Mais comme les amis, moi je suis quelqu'un de très calme, il faut savoir ça. Donc je réponds pas à la provocation par la violence. Mon premier réflexe quand il a commencé à me pousser, c'était pas de lui envoyer mon coude dans sa mâchoire inférieure, c'était juste de ne rien faire et de m'écarter un peu. Et à chaque fois qu'il me balançait ces trucs, je lui disais monsieur, c'est juste votre avis, hein, je comprends que vous puissiez penser ça, mais c'est uniquement votre avis et ça ne me concerne pas, je ne me reconnais pas dans ce que vous pensez de moi, ou ce genre de choses. Et je restais sur un discours ultra neutre comme ça, et extérieurement,
Je pense que les autres ont eu l'impression que j'ai géré la situation avec un grand calme, parce que peut-être vous qui regardez ma chaîne, vous connaissez les pervers narcissiques, les relations toxiques, et vous savez qu'on peut aller toujours plus loin dans la manière de bien gérer une situation, de retourner le truc à son avantage. Mais par contre, des personnes dans le quartier, t'as vu, ils voient qu'un mec qui m'énerve et moi je reste entièrement calme et je continue à bien le traiter, ça donne vraiment l'image d'un mec qui a géré la situation parfaitement. Et dans mes interactions avec lui, je l'ai géré parfaitement, mais là où ça se gâte, c'est intérieurement. Intérieurement, je ne l'ai pas bien vécu du tout. Je suis rentré chez moi parce que je devais avoir une consultation avec quelqu'un, mais intérieurement, après la consultation, je me disais, mais j'aurais dû dire ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment j'aurais dû réagir, et puis j'aurais dû lui répondre ça, et il aurait pu me dire ça, et boum, je refaisais les scénarios dans ma tête, et ça durait comme ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et je pensais à me venger, je me dis, ouais, mais si je le vois, qu'est-ce que je lui fais? Je veux lui parler, j'utilise des techniques de joute verbale pour le déstabiliser, qu'est-ce que je fais? Je pensais même à me venger, j'étais ultra en colère. La rencontre avec cet homme-là avait réveillé une profonde blessure de colère et d'injustice que j'avais à l'intérieur de moi, mais j'en avais pas conscience que j'avais cette blessure en moi, parce que j'avais aucune situation qui l'avait réveillée, donc elle était sagement endormi, tapis dans les profondeurs de mon âme, attendant qu'une occasion se présente pour refaire surface. Et une fois que j'avais ce monstre de colère en moi, qu'est-ce que je fais pour le gérer? Alors, la colère, c'est plus quelque chose que je vais intérioriser. Je vais pas me mettre à hurler sur les gens, à taper dans les murs, à casser des objets et tout, non. Je gardais le truc à l'intérieur de moi, mais il y avait des pensées qui tournaient en boucle dans ma tête toute la journée, telle une turbine. Le truc qui m'avait touché dans l'interaction avec lui, c'était pas ce qu'il avait dit sur moi, parce que ça ne m'atteint pas. Je sais que c'est faux et je sais que c'est complètement absurde. Il avait pas réussi à me mettre le doute me concernant, parce que je connais ma valeur, et si je dois remettre ma valeur en question, je vais plutôt la remettre par le regard d'un autre professionnel avisé et bienveillant, et je vais pas me remettre en question suite aux reproches faits par un gueux que j'ai croisé dans la foule, comme le dirait Lord Macron. C'est de la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite choclo à côté du bouton s'abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Donc, les amis, vous savez, je suis pas du genre à accuser l'extérieur quand il se passe quelque chose en moi. Genre, il a eu un comportement qui était très toxique en essayant de me rabaisser et m'attaquer sur tous les angles parce que, je sais pas moi, avec du recul, j'ai l'impression que comme j'ai prononcé le mot pervers narcissique, il y a probablement des gens dans sa vie qui l'ont traité de pervers narcissique vu son comportement. Pour moi, cette personne, il avait typiquement l'énergie d'un pervers narcissique et il a dû se sentir attaqué et répliquer en m'écrasant pour se valoriser parce que c'est son mécanisme de défense quand il se sent attaqué, ce qui n'était pas une attaque. Mais du coup, pour moi, il a réagi comme ça de cette manière. Mais ça me suffisait pas en fait, de comprendre ça pour apaiser ma colère. Cette colère me faisait souffrir, donc je me suis mis en quête de solutions. Et j'ai fait beaucoup d'introspection durant les semaines et les mois qui ont suivi pour arriver à chasser dans mon cœur toute trace de cette colère. Et ça m'a pris beaucoup de temps, je suis passé par plusieurs étapes, et voici les étapes que j'ai traversées pour arriver à mettre un terme à la colère et à maîtriser son mécanisme. Premièrement, j'ai cherché sur YouTube comment évacuer la colère. À ce moment-là, toutes les vidéos que j'ai trouvées, absolument toutes, disaient que pour gérer sa colère, il faut apprendre à l'évacuer. Donc évacuer la colère par le sport, ou bien des exercices qui sont totalement absurdes, genre tu prends une boule de papier et t'imagines que toute ta colère est dedans et tu la jettes contre un mur. Waouh! C'est un exercice pour les enfants, ça. Je veux dire, un adulte qui est vraiment en colère pour un problème qui est profond, qui touche à son identité, ce genre de bail, c'est pas en balançant une boule de papier contre un mur et en disant « Ah, j'imagine que toute ma colère est dedans », que ça... Enfin voilà, moi j'appelle ça de la sophro-bullshit, quoi. Genre dans certaines formations de sophro, on va vous apprendre ce genre de technique. Et pour moi, c'est absurde, ça ne fonctionne pas. Donc, surtout si la colère est profonde et que c'est vraiment un mécanisme psychologique bien ancré. J'ai pas l'habitude d'être en colère, mais celle-là, cette colère, je l'ai senti passer sa mère, les amis. L'évacuer ne marchait pas, donc j'ai essayé, comme d'habitude, de comprendre. Je me suis dit peut-être que si j'arrive à comprendre l'autre et à comprendre ses motivations, en fait, je vais arriver à ne plus être en colère. Donc j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre le pervers narcissique en question que j'avais croisé chez le coiffeur, donc moi je suis quasi convaincu que c'en était un, il avait vraiment cette énergie, et je sais les reconnaître, j'ai l'habitude avec mon métier. J'en ai déduit ce que je vous ai dit, que peut-être il a fait ça parce que quand j'ai prononcé le mot pervers narcissique, il a dû se sentir attaqué et répliquer, qu'il sait pas agir autrement, qu'il a un fonctionnement toxique et des problèmes peut-être dans sa personnalité, enfin bref. J'ai essayé d'avoir de l'empathie, de la compassion, et ça a contribué à descendre un peu l'intensité de ma colère, mais ça n'a pas réglé le problème. Donc ma troisième solution, c'était d'affamer la colère. J'ai même fait une vidéo là-dessus quelques temps après,
affamer la souffrance pour arriver à la maîtriser. Parce que quelque chose que j'avais compris, c'est que ma colère, elle était tellement intense qu'elle obscurcissait ma vision. Comme si, avec la colère, s'amenaient des nuages noirs qui se dressaient entre mes yeux et la réalité. J'avais donc beaucoup de mal à réfléchir de manière rationnelle et à laisser le raisonnement logique dominer mes émotions. C'était mes émotions qui dominaient mon raisonnement logique. Je me suis dit que la colère, c'est comme un monstre, en fait. Admettons que vous avez un monstre qui est enfermé dans votre chambre, et vous n'y êtes pas, vous avez enfermé le monstre à l'intérieur. Et vous êtes dans le salon et vous l'entendez tambouriner à la porte de la chambre. Si à chaque fois qu'il tambourine, vous lui ouvrez la porte et vous lui donnez un morceau de viande, en fait, il va continuer tout le temps. Il va vous laisser tranquille une fois que vous l'avez nourri, mais dès qu'il aura faim à nouveau, il va de nouveau tambouriner à la porte et vous tourmenter jusqu'à ce que vous le nourrissiez. Mais il y a un moyen de contrer ce mécanisme, c'est de ne pas le nourrir. Et si vous ne le nourrissez pas, qu'est-ce qu'il va faire le monstre? Il va être encore plus violent et taper de plus en plus fort à la porte, il va vous faire peur, la porte menace de craquer. Et vous vous dites, c'est peut-être le moment de le nourrir, parce que sinon, je peux plus tenir, c'est trop en fait. Mais si vous arrivez à passer ce cap, et à passer le pic d'agitation, en fait, le monstre, il va consommer tellement d'énergie pour vous réclamer de la nourriture qu'au bout d'un moment, il aura utilisé tout son stock d'énergie et il va se vider progressivement et petit à petit s'affaiblir et rapetisser. La colère, c'est pareil. Si vous n'agissez pas, que vous ne parlez pas, que vous ne faites rien par colère, au bout d'un moment, la colère, elle va finir par s'apaiser, par diminuer et vous pourrez de nouveau regagner une réflexion logique qui va dominer la colère. Donc je pense que cette étape, elle m'a beaucoup aidé. Et c'est à ce moment-là, une fois que j'avais apaisé l'intensité de l'émotion, que ma raison a pu reprendre le dessus et que je suis arrivé à dominer le mécanisme de la colère en me basant sur des leviers psychologiques que j'ai trouvés tout seul. Donc je vais vous partager ces leviers. Dans un premier temps, j'ai constaté l'inutilité et la stupidité, si on peut dire, de la vengeance. Parce que toutes les issues de la vengeance sont mauvaises pour moi. La première issue, c'est que j'arrive à recroiser le pervers narcissique et à lui faire du mal d'une manière ou d'une autre. Et là, je me dirais, haha, je me suis vengé, parce que je lui ai fait du mal. Mais c'est une issue qui est très négative pour moi, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va me faire du tort, je vais avoir de la colère jusqu'à ce que j'arrive à me venger. Ça ne résout pas le problème. La deuxième issue, c'est que j'arrive à me venger du pervers narcissique, mais que j'aille trop loin dans ma vengeance, et que je le regrette. Bon, c'est pas des options que j'allais faire en vrai, mais j'ai réfléchi au cas de la vengeance, et je me suis posé pour vraiment l'étudier. Et donc, je me suis rendu compte que, même si je me venge, je peux le regretter, avoir du remords et de la culpabilité. Ou bien je peux me venger, et il se venge en retour. Encore une fois, ça fait un cycle de la violence, qui s'arrêtera seulement lorsque moi je me retirerai. Parce qu'un pervers narcissique, dans sa tête, il est cramé, comme on peut dire. Et donc, c'est pas lui qui va arrêter en premier, ce sera moi. Donc autant arrêter dès maintenant. Et j'ai aussi trouvé ce que je vais appeler le kit anti-colère. Le kit anti-colère, c'est un ensemble de leviers psychologiques. Si vous les appliquez, ça peut vous aider à rester calme, même en présence d'un pervers narcissique. Et oui les amis. Donc, le premier point du kit anti-colère, c'est de comprendre la colère. La colère, c'est une émotion qui va se manifester en vous lorsque 3 critères sont présents. Lorsque vous êtes face à une situation que vous jugez comme étant injuste, donc soit elle est vraiment injuste, soit c'est juste vous qui le voyez comme tel, ça dépend du cas. Deuxièmement, vous avez un désir de rétablir la justice, vous vous dites pas « ouais, c'est injuste, mais bon, c'est la vie ». Vous vous dites « non, c'est injuste, mais ça devrait pas être comme ça ». Troisièmement, vous avez un sentiment d'impuissance à rétablir la justice. Donc situation injuste, vous voulez la changer, mais il y a un sentiment d'impuissance à y arriver. Et si les 3 facteurs sont cumulés au même instant à l'intérieur de vous, ça fait de la colère. Et ça, je le développe dans mon livre, Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé, et il y a un chapitre entier sur la maîtrise de la colère, justement. Donc il y a le lien pour avoir mon livre dans la description, il est disponible sur Amazon, ou bien sur mon site internet dédicacé. Et je me suis rendu compte que si j'étais tellement en colère, c'est parce que je n'arrivais pas à admettre que j'étais impuissant lorsque une personne veut me nuire devant un public. Et c'est cette situation-là que je n'arrivais pas à admettre. Donc, j'ai fait un gros travail d'acceptation de 2 manières. J'ai d'abord travaillé sur moi pour parvenir à accepter que dans certains cas, je suis impuissant à contrôler le regard des autres sur moi, mais même lorsque quelqu'un essaye de me nuire devant un public. Des fois, c'est possible qu'une personne mal intentionnée fasse croire des choses fausses sur moi, devant des témoins, et que les témoins le croient et soient de son côté. Et ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas admettre parce que c'était de l'injustice. Pour moi, c'est profondément injuste et je ne souhaitais pas vivre ce genre de situation. D'autant plus
plus que j'ai une image publique, je me suis dit ouais mais si quelqu'un un jour sur un plateau de télé ou quelque chose comme ça essaye de me nuire, bah comment je fais? Je sais pas me défendre. Et la deuxième chose que j'ai conscientisé, c'est que je ne savais pas me défendre, en fait. Si quelqu'un essaye de me nuire devant un public, je savais pas quoi faire. En 1 à 1, dans la relation toxique, facile, prendre ses distances, je sais contrer tous les mécanismes de culpabilité, enfin tous les trucs qui pourraient faire naître en moi, mais devant un public, je savais pas quoi faire. Et c'est par la suite que je me suis penché sérieusement sur la question. Il fallait que j'acquière quelques techniques de rhétorique et quelques techniques de communication pour pouvoir renverser la balance et sortir d'une joute verbale devant un public. Et c'est par la suite que j'ai réussi à établir ma palette de techniques de contre-manipulation lorsque un manipulateur me clash devant un public. Et je vous partage même quelques-unes de ces techniques dans ma vidéo que j'ai faite avec Randa, comment contrer un manipulateur en public. Elle s'affiche à l'écran et je l'afficherai aussi en fin de vidéo, comme ça vous pourrez cliquer directement dessus si vous voulez la voir. Donc les amis, cette histoire que j'ai vécue avec le pervers narcissique chez le coiffeur, dans un premier temps, c'était un moment qui était inconfortable. Puis ensuite, ça a réveillé en moi une blessure, une colère et pas mal de souffrance. Mais j'ai réussi à en tirer plusieurs choses qui sont positives. Dans un premier temps, j'ai réussi à gérer ma colère et à faire remonter une blessure de colère à la surface pour pouvoir la voir. C'était très douloureux, mais au bout d'un moment, j'ai réussi à l'évacuer et à ne plus la produire. Pour moi, c'était la solution définitive. Deuxièmement, j'ai compris beaucoup de choses sur moi-même et sur les mécanismes de l'injustice. Et troisièmement, j'ai développer des outils pour accompagner les personnes justement à contrer des manipulateurs en public. Et ça m'a donné aussi beaucoup de compréhension, de connaissances et d'outils pour accompagner les personnes en coaching individuel, comme je le fais dans mes consultations. Donc, en voulant me nuire, au final, il m'a permis de grandir et de me renforcer encore. C'est ça, le pouvoir de la résilience. Les amis, est-ce que ça vous a plu cette histoire? Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi, vous, confronté à la même situation. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, je propose des consultations pour ça qui se font par Skype, Messenger ou téléphone, des consultations individuelles d'1h30, c'est du coaching personnalisé dans le but de vous aider à dépasser une problématique à laquelle vous faites face dans votre vie ou à atteindre vos objectifs. Et les relations toxiques, c'est un de mes domaines d'expertise, et aussi la maîtrise et la compréhension des émotions de souffrance. Donc sur ce les amis, je vous dis à bientôt, et rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!